Salut Bélir. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bélir, tu es prof des universités à l'UPEC Paris 12. Tu as notamment participé à la rédaction ou rédigé tout seul, je sais pas. Rédigé tout seul. Rédigé tout seul un manuel aux éditions Pedone. Ça s'appelle Relations internationales, droit, théorie et pratique. Et si je t'ai invité, c'est pour parler de ce qui se passe en Israël-Palestine. Et notamment, ma première question, elle a trait au droit international dont tu parles beaucoup parce que tu interviens beaucoup dans les médias en ce moment. Et en fait, elle est toute simple, c'est à quoi ça sert le droit international si personne ne le respecte, à commencer par celui, par l'État qu'on aimerait bien, qui respecte les règles de droit international, Israël. Alors c'est une question que je comprends très bien. Pourquoi? Parce que précisément, les relations internationales, ce n'est pas que le calque ou l'application systématique du droit international par les acteurs des relations internationales. Mais en même temps, c'est une question un peu biaisée. Pourquoi? C'est parce qu'on a tous en tête une comparaison, une analogie qui est celle du droit national. On se dit, ouais, lorsque le droit national n'est pas respecté, on a un État qui le fait respecter à travers ses organes policiers ou la justice, et donc les juges. Précisément, sur la scène internationale, il n'y a pas d'État mondial, il n'y a pas de Léviathan mondial, il n'y a pas de gouvernement mondial qui concentrerait ces trois pouvoirs qu'on connaît bien, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Et donc, c'est en l'absence finalement d'une police, d'une armée internationale qui a ce décalage-là, qui a pas cette incapacité, mais ce déficit d'application, d'effectivité et d'efficacité du droit international par rapport au droit national, encore une fois. Donc voilà, c'est l'absence d'un État international, d'un État mondial qui explique la difficulté pour le droit international à être respecté de manière effective et efficace. Pour autant, il existe. Non seulement il existe, mais j'ajouterais même que le droit national lui-même, il n'est pas respecté systématiquement, premièrement. Deuxièmement, le droit international, il est respecté en grande partie aussi par les États. La preuve, c'est que lorsqu'on prête l'oreille au discours, même des grandes puissances, elles font toutes référence au droit international et à leur volonté de le respecter. Donc, avant même de se poser cette question de savoir s'il est respecté ou pas effectivement, notons qu'il compte d'un point de vue argumentatif. Pourquoi? Parce que c'est une source de légitimation de l'action. Lorsque vous respectez le droit international, ça légitime votre action, votre discours, etc. Et ça, pour le coup, tout le monde s'y plie. Des États-Unis jusqu'à la Russie. Vous voyez, Vladimir Poutine, il a beau violer manifestement le droit international en agressant l'Ukraine, en ne respectant pas son intégrité territoriale, en commettant des crimes de guerre sur le sol ukrainien, dans ses discours, il ne reconnaît jamais une quelconque violation du droit international. Au contraire, il dit qu'il est dans son bon droit. Alors il a inventé un discours, mais qui fait référence au respect du droit international. Pour le coup, si on prend l'exemple de l'État d'Israël, eux, de façon manifeste et assumée, ils ne respectent pas le droit international, notamment les frontières de 1967, qui sont les seules aujourd'hui reconnues par la communauté internationale. Alors, il y a deux éléments dans le rapport entre Israël et le droit international. D'un côté, Israël n'échappe pas à ce que je viens de rappeler, à savoir l'importance du droit international d'un point de vue rhétorique. Lorsque Israël réagit à l'agression dont il a fait l'objet de la part du Hamas, il exerce quoi? Le droit à la légitime défense. C'est un droit qui est consacré par le droit international, par la Charte des Nations Unies. Ça fait partie des exceptions au principe suivant lequel les États n'ont pas le droit de recourir à la force. Et parmi ces exceptions, il y a donc le fait de réagir et de se défendre face à une agression. Donc Israël exerce l'un de ses droits du point de vue du droit international. Mais là où Israël a un rapport un peu particulier, je dirais, au droit international, c'est que ce droit à la légitime défense s'étend et est lié d'un point de vue discursif, du point de vue du discours qui s'est décliné sur des décennies, à un autre droit qui, là, pour le coup, est à la fois fondé sur le droit international, mais qui va au-delà, qui est celui du droit à l'existence. Israël justifie son exercice
de la violence armée, y compris au-delà des limites prescrites par le droit international, par un droit prescriptible à l'existence, dans la mesure où Israël suppose ou présuppose que sa survie est mise en danger de manière continue, alors soit par le Hamas aujourd'hui, soit à l'échelle régionale par l'Iran. Et donc, c'est cet argument qui est un argument d'autorité parfois qui est utilisé par Israël pour justifier, entre guillemets, la neutralisation d'autres arguments fondés sur le droit international, pour le coup, et qui consistent notamment dans le fait qu'il faut, pour un État, pour une puissance aussi puissante soit-elle, respecter certaines limites dans l'usage de la force, notamment ne pas commettre des crimes de guerre. Dominique Vidal, que j'ai interrogé sur cette question il y a maintenant une dizaine de jours, me disait la question israélo-palestinienne a été posée, enfin, le problème en gros a été posé par la communauté internationale. C'est à la communauté internationale d'en apporter aussi la solution. Aujourd'hui, là tu parles de ce rapport d'Israël avec le droit international. C'est quoi les leviers qu'a la communauté internationale pour essayer de forcer Israël à respecter le droit international de façon plus stricte que voilà, les aménagements dont tu parlais tout à l'heure? Le premier problème réside dans le fait que la communauté internationale, pour le coup, n'existe pas. C'est une référence dans nos échanges publics, dans le débat public. Mais si on entend par communauté internationale la communauté des États qui seraient susceptibles de dialoguer pour dégager des points de consensus et agir, celle-ci n'existe pas parce que les États, lorsqu'ils se réunissent, ils forment au mieux ce qu'on appelle une société, la société internationale, et qui n'est pas mue par une idée de la solidarité ou par un intérêt commun, mais plus par, malheureusement, je dirais, par les intérêts particuliers des différentes puissances. Et on a une illustration de cette hypothèse que je pose, c'est tout simplement le système onusien, et plus particulièrement le Conseil de sécurité, qui était censé, après la Seconde Guerre mondiale, incarner ce directoire post-Seconde Guerre mondiale, incarnant un ordre international fondé à la fois sur la souveraineté des États, mais aussi sur le respect d'un certain nombre de principes et de droits, et qui, en tant que tel, est neutralisé, paralysé par quoi ? Pas par l'idée d'un intérêt commun au sein de la société internationale, mais par le jeu des intérêts particuliers, des intérêts stratégiques des différentes puissances internationales. Et on voit bien que dès lors que les intérêts de la Russie, de la Chine ou des États-Unis sont en jeu, ou de leurs alliés les plus stratégiques, eh bien, ces différentes puissances n'hésitent pas à utiliser leur veto pour neutraliser toute prise de position, toute décision qui irait notamment dans le sens d'une solution à terme dans le conflit israélo-palestinien. Alors ça n'a pas empêché à une certaine époque soit l'Assemblée générale des Nations unies, soit le Conseil de sécurité d'adopter des résolutions appelant les protagonistes à respecter le droit international, notamment à l'endroit d'Israël, en se référant notamment au fait qu'il s'agissait d'une force d'occupation en Cisjordanie et ailleurs, et qu'en tant que telle, Israël a des obligations, dont la première d'entre elles, à savoir se retirer des territoires palestiniens occupés, et par ailleurs respecter les droits individuels des Palestiniens. Pour le coup, ça n'a pas marché. Enfin, je veux dire, la résolution a été prise, et donc je reviens à ma question initiale. Les résolutions, en fait, ont été prises. Et on en revient, vous avez raison, tu as raison, pardon, à ta question initiale, à savoir le rapport au droit international, parce que Israël a donc fait l'objet de prescriptions exprimées par des résolutions onusiennes auxquelles il ne se soumet pas, sans être sanctionné. Et alors, si on va jusqu'au bout du raisonnement, les sanctions, elles, peuvent exister, enfin existent d'après la Charte des Nations Unies, puisque le Conseil de sécurité pourrait aller jusqu'au bout de sa logique en adoptant d'autres types de résolutions plus coercitives et qui pourraient aller jusque l'application de certains dispositifs prévus par le chapitre 7 et qui justifient
et fonde le recours à la violence pour l'application de résolutions qui seraient violées. Or, là, pour le coup, c'est une perspective qui, théoriquement, pourrait être envisageable, mais en pratique, c'est exclu, eu égard aux alliances stratégiques dont bénéficie Israël au sein du Conseil de sécurité à travers la voie des États-Unis, mais aussi du Royaume-Uni et, je dirais même aujourd'hui, de la France. On va revenir sur cette position de la France qui a un peu évolué par rapport à la position historique de la France quant à cette région du monde. Mais d'abord, je reviens à ma question. C'est quoi les voies et moyens en fait pour actionner des leviers et faire respecter? Est-ce que, en gros, tu m'as dit existe la communauté internationale parce que existe le recours à la force via le Conseil de sécurité. Non mais ça, d'accord. Donc le système onusien, il est vraiment en panne et on n'a pas l'impression que c'est lui qui peut faire évoluer quoi que ce soit au schmilblick. D'accord. Bon bah il nous reste quoi? Est-ce qu'il reste quelque chose ou est-ce que on est obligé de regarder de façon en spectateur en fait ce qui se passe en Israël-Palestine? Oui, on n'est pas obligé de réduire les solutions possibles à des solutions fondées sur la force, même contre Israël. Il y a la voie diplomatique. La voie diplomatique, en quoi elle peut consister en étant pragmatique? Il n'y a qu'une puissance qui peut peser sur Israël aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Et ce rôle-là, ce levier-là a été actionné, notamment à la fin des années 80, et ça a abouti au début des années 90 aux accords d'Oslo, puisque ce sont les États-Unis qui ont, d'une certaine manière, parrainé le processus de paix né à partir de ces accords. Mais ça suppose un engagement diplomatique, politique très très fort côté américain. Or, depuis au moins la présidence Obama, la diplomatie américaine se caractérise par quoi? Par un retrait de la scène internationale, plus précisément de la scène moyen-orientale, à cause du coût que revêt ce type d'engagement, un coût pas seulement diplomatique, un coût aussi financier, eu égard aux conséquences de l'invasion de l'Irak, mais aussi de l'Afghanistan. Et donc on est plutôt dans une séquence structurelle caractérisée par le retrait des États-Unis du Moyen-Orient, même si on a cette impression d'engagement très fort des États-Unis. C'est vrai, mais en fait, les États-Unis sont obsédés par une autre question qui est sa rivalité systémique avec la Chine. C'est ce qui va animer tout le siècle, c'est cette rivalité entre les États-Unis et la Chine. Et donc, mécaniquement, la question où la région du Moyen-Orient est passée au second plan pour les Américains, d'autant plus qu'ils se sont autonomisés du point de vue énergétique. Les États-Unis ont pratiquement basculé dans l'indépendance énergétique. Et donc, l'enjeu de l'accès et de l'approvisionnement du pétrole issu de cette région est devenu moins aigu pour les États-Unis. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Oui, donc, retrait des États-Unis. Et par conséquent, autonomisation des puissances de la région. Je veux dire par là que Israël ne dépend plus absolument des États-Unis pour son existence même. C'est devenu une puissance militaire, technologique et économique qui peut se targuer de l'autonomie stratégique. Et donc, lorsque les États-Unis font la démonstration d'un soutien à la fois inconditionnel, pour reprendre l'expression reine de sa relation spéciale avec Israël, et qu'il fournit de nouveaux matériaux militaires, etc., ça relève presque du symbolique, parce qu'en réalité, Israël est relativement indépendante désormais de ce point de vue-là et peut se seule, sauf circonstances exceptionnelles d'attaques multidimensionnelles sur différents fronts. Là, pour le coup, l'assistance américaine pourrait revêtir un intérêt non négligeable. Mais n'empêche, Israël assume de plus en plus sa défense et sa sécurité seule, face à d'autres pôles de puissance qui s'affirment, l'Arabie Saoudite, l'Iran, naturellement, et la Turquie. Alors justement, quand on regarde un peu la tectonique des plaques en matière de relations internationales de ces différents États-nations, on voit en fait que se dessine, je vais le faire très schématiquement et tu pourras être plus nuancé que moi, bien sûr, mais très schématiquement, tu vois l'Ouest, en gros l'Occident, le vieil Occident, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe, qui apportent leur soutien
parfois inconditionnel, comme c'est le cas pour la France, à Israël. Et d'un autre côté, tu as la Russie, la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, tous les pays arabes qui, eux, apportent leur soutien au peuple palestinien. Est-ce que cette division du monde, cette bipartition du monde, qui se concrétise, qui se cristallise sur ce conflit au Proche-Orient, est-ce que tu estimes qu'elle est nouvelle, qu'elle est dangereuse, ou qu'elle peut finalement être un nouveau cadre pour envisager les rapports entre les États-nations dans les années à venir? Oui, en fait, naturellement, ce n'est pas le premier conflit israélo-palestinien qui se focalise autour du territoire gazaouite. Mais là, il s'inscrit dans une configuration mondiale toute particulière, c'est-à-dire qu'il intervient au moment où on assiste à une reconfiguration de l'ordre international qui se caractérise par des traits que tu as rappelés à grands traits, mais qui sont vraiment ceci, à savoir que d'un côté, on a une cristallisation d'un bloc occidental qui est de plus en plus solide. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette cristallisation, on l'a vu sous nos yeux se former avec la guerre russo-ukrainienne. C'est là où on a assisté d'une certaine manière à un réengagement américain en Europe, alors qu'on pensait la sécurité européenne assurée. Mais surtout, il y a un vrai bloc occidental qui s'exprime précisément dans ce conflit israélo-palestinien par une formule qui maintenant s'étend, qui est celle d'un soutien inconditionnel à Israël, qui, d'une certaine manière, peut être considéré comme appartenant à ce bloc occidental. Et face à cette solidification, on a une alliance stratégique qui se noue entre Moscou et Pékin, qui se rapproche autour d'un point essentiel, c'est la volonté précisément de remettre en cause l'ordre international qui est né après la Seconde Guerre mondiale et dominé par les États-Unis. Et précisément, pour contester le leadership américain et le système international post-Seconde Guerre mondiale, il y a une condition. Il faut l'expression d'une opposition quasi frontale et quasi systématique, opposition américaine. Et on l'a relativement constaté à travers le conflit israélo-palestinien, à travers le fait que, pour le coup, Chinois et Russes ne reprennent pas leur compte, loin s'en faut, le soutien conditionnel à Israël, même après l'agression dont les civils israéliens ont fait l'objet. Les Chinois ont été silencieux pendant un laps de temps assez remarquable, au sens littéral du terme, et les Russes ont finalement rappelé le respect, c'est assez, j'allais dire, cruel, mais le respect du droit international, y compris des droits de l'homme. Mais derrière, il n'y avait pas de soutien conditionnel à Israël. Et puis vous avez un troisième bloc très hétérogène, et qui même ne constitue pas en soi un bloc, mais un ensemble, un collectif qu'on qualifie de Sud global. Alors l'expression est assez discutable, mais l'idée, quelle est-elle? C'est qu'il y a un ensemble de pays du Sud qui se caractérisent à la fois par leur montée en puissance diplomatique et économique, et qui se caractérisent aussi par une volonté stratégique de ne pas s'aligner ni sur le bloc occidental, ni sur les velléités sino-russes. Et donc il y a une forme d'émancipation incarné notamment par le Brésil de Lula, ou encore par l'Afrique du Sud, ou encore par des puissances régionales concernées directement par le conflit israélo-palestinien, à savoir l'Arabie saoudite, même si cette dernière reste liée stratégiquement aux États-Unis. Et donc cette émancipation-là, elle se traduit notamment par le fait de ne pas reprendre non plus le soutien inconditionnel à Israël, tout en appelant à une solution diplomatique, politique, qui peut aller jusqu'à un soutien aux Palestiniens assumé, au nom ou en écho finalement à une tradition tiers-mondiste dont ils sont en partie héritiers. Je pense notamment au Brésil ou à l'Afrique du Sud. Et pour apporter un bémol à ce schéma, parce que ça reste un schéma, et pour le démentir en partie, on peut citer au moins l'Inde de Modi,
qui pour le coup, lui, est tout à fait aligné sur les positions israéliennes. L'Inde de Modi, c'est une Inde qui est gouvernée par une idéologie nationaliste, xénophobe, qui se retrouve assez bien dans le discours défendu par le gouvernement Netanyahou, un gouvernement d'extrême droite également, et qui, pour le coup, du point de vue stratégique, se caractérise par un rapprochement entre les deux pays. Et ça donne quoi? Ça donne finalement une rupture par rapport à l'histoire de l'Inde, l'histoire depuis son indépendance, qui s'inscrivait justement dans l'histoire du tiers-mondisme. Et là, aujourd'hui, même si l'Inde fait partie du Sud global et l'une des figures de proue des BRICS, en même temps, joue sa carte avec son agenda à la fois international et idéologique, qui fait que ça explique notamment un rapprochement avec Israël. Et singulièrement, comment tu caractériserais la position de la France? Est-ce que tu la comprends? Est-ce que déjà tu pourrais caractériser cette position de façon unique? Enfin, je ne sais pas, aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se disent, même au niveau de l'exécutif, qui ne sont pas forcément toujours très cohérentes. Enfin, je veux dire, entre la position de Yael Braun-Pivet, la position d'Elisabeth Borne et la position de Catherine Colonna et la position d'Emmanuel Macron, j'ai l'impression que tout est un peu quand même différent. Et je ne prends pas carrément la position du Quai d'Orsay, où là, a priori, ils produisent des notes qui sont carrément contradictoires avec après ce qui est raconté par les membres de l'exécutif. Ce qui doit nous éclairer, c'est quand même ce que dit le droit constitutionnel, c'est-à-dire finalement le cadre dans lequel s'exercent les différentes autorités que tu as rappelées. Et du point de vue de la Constitution de la Ve République, il n'y a qu'une seule voix qui compte en matière de définition d'une politique étrangère, c'est la voix du président de la République. C'est sa voix qui domine. La politique étrangère et la diplomatie relèvent de ce qu'on appelle son domaine réservé. Ça relève aussi de sa compétence, en fait. Et c'est donc sa voix, sa position sur le conflit qui doit, en tout cas, qui fixe la position de la France sur la scène internationale. Après, le droit nous dit aussi, apporte quelques nuances. Lorsque l'article 20 de la Constitution rappelle que le gouvernement détermine et conduit de la politique de la nation, ça n'exclut pas a priori la politique internationale. Donc il y a un mot, il y a une marge de liberté ou d'expression qui est reconnue a priori au gouvernement. Alors on pense à la Première ministre, voire au ministre des Affaires étrangères. Là où ça devient un peu plus délicat encore, c'est lorsque la présidente de l'Assemblée nationale prend des positions fermes en relative contradiction avec celle de l'Élysée et du Quai d'Orsay. Pourquoi? Parce qu'a priori, elle n'a pas de compétences particulières, elle n'est pas habilitée à parler au nom de la France, et même en tant que présidente de l'Assemblée nationale, elle n'a pas de compétences particulières pour engager l'institution qu'elle préside derrière sa position personnelle. Donc là, vraiment, effectivement, on est dans un moment de trouble qui, en fait, reflète l'état du régime de la Ve République, cette séquence où on a un président relativement affaibli sur le plan interne, et ça commence, en fait, à se refléter sur sa posture internationale, puisqu'il n'arrive pas à incarner seul la voix de la France. C'est d'autant plus remarquable que la voix de la France était très forte sur ce dossier jusqu'à certaines années, enfin quelques années. Pourquoi? Parce que si on reprend l'histoire de la Ve République, et donc forcément la voix du général de Gaulle, la France était imposée à la fois, enfin par un discours très fort qui consistait à la fois à défendre le principe de la légitimité absolue de l'existence d'un État israélien, donc d'Israël. Ça s'est traduit notamment par un soutien diplomatique lors du vote à l'Assemblée générale de la reconnaissance de l'indépendance d'Israël. Ça s'est traduit plus tard, donc sous la Ve République, par un soutien militaire, par la vente d'armes stratégiques et le soutien du projet nucléaire israélien, aussi par la France. Et puis progressivement, et je dirais qu'il y a un tournant avec la guerre des 6 jours où Israël
utilisé ou s'est appuyé sur une doctrine très discutée, très discutable du point de vue du droit international, qu'on appelle la guerre préventive. Elle a déclenché une guerre en supposant qu'Israël allait être agressé. Et depuis cette guerre, des 6 jours, donc, il y a un changement de doctrine qui s'est dessiné notamment à travers le discours gaulien et qui consiste à dire que la puissance israélienne devait malgré tout s'inscrire dans le respect de l'existence d'un autre peuple, palestinien en l'occurrence, qu'il avait des droits à l'autodétermination. Et là, ça fait écho à un autre discours traditionnel de la France, hérité du gaullisme, et qui va perdurer, y compris après l'alternance politique, dans la mesure où le président Mitterrand va prendre à son compte ces 2 piliers du discours diplomatique français sur le conflit israélo-palestinien, soutenir absolument le principe de l'existence légitime d'Israël et de l'autre, progressivement reconnaître aussi le droit à l'autodétermination, le droit à un État palestinien. Or, depuis, je dirais, le quinquennat Sarkozy, mais surtout Hollande, on a perçu un basculement vers un alignement de la diplomatie française exprimé par l'Élysée plus que par le Quai d'Orsay, sur le discours israélien et américain, même si le terme même de soutien conditionnel n'est pas véritablement repris à notre compte, c'est vraiment l'esprit de cette expression, de cette formule qui s'est diffusée progressivement. Je vous renvoie à un certain nombre de prises de position à l'époque, déjà de François Hollande, puisque ce quinquennat avait été marqué déjà à l'époque par un conflit à Gaza, et avec des bombardements des populations civiles, sans que la France finalement n'exprime de véritables rappels à l'ordre international, puisque finalement il y avait déjà eu à l'époque le sentiment que la France soutenait l'idée d'un blanc-seing accordé à l'armée israélienne, et ce qui avait crispé dans la mesure où ce n'était pas la ligne traditionnelle qu'on qualifie de gaulo-mitterrandienne, d'autant plus que parallèlement, précisément, la référence à la nécessité de 2 États, même si elle est rappelée de manière plus ou moins régulière. Oui, y compris par Yael Braun-Pivet, Emmanuel Macron, dans leur discours. Oui, mais on sent bien que la force et la tonalité n'est plus celle qui dominait une certaine époque, notamment celle de Jacques Chirac, qui lui, pour le coup, avait incarné presque une forme de contre-pouvoir au discours israélo-américain sur ce dossier-là, et ce qui avait permis notamment à la France d'être audible et d'être présente symboliquement, politiquement dans la région. À l'inverse, et c'est ce qui peut interroger de manière pragmatique, le fait de s'aligner pratiquement sur la position israélienne ne nous renforce pas dans la région, parce que premièrement, Israël n'a pas besoin de notre soutien inconditionnel. Le seul soutien inconditionnel dont Israël a besoin, c'est celui des États-Unis. Et donc il n'y a pas véritablement de gain diplomatique, et d'autant plus que de l'autre côté, un tel alignement se répercute sur notre image dans les sociétés civiles au Moyen-Orient, y compris au sein également des différents régimes. Merci beaucoup, Meir. Je vous remercie. Je te remercie.